594e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors je précise que nous tournons ce journal de bord le 5 novembre, dans l'après-midi, et que nous n'avons pas, jusqu'à preuve du contraire, les résultats officiels de l'élection présidentielle américaine. Qui reste ouverte. Qui reste ouverte. Vous avez, Jean-Marie Le Pen, toujours affiché une préférence très marquée en faveur de Donald Trump depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Il semble que cette fois, votre souhait ne se réalise pas. Oui, je trouvais que le président Trump apportait une dimension individuelle forte, échappant en quelque sorte au lobby habituel et aux influences. Et c'est ce qui me portait à lui porter sympathie. Et que pensez-vous du déroulement de cette élection? Magouille, tricherie, vote de la dernière heure. On vote, il y a une heure limite pour poster son vote. On retrouve des bulletins dans la poste. On vote par correspondance. Beaucoup votent par correspondance. Oui, tout ceci est assez banal, mais attristant dans la mesure où il s'agit tout de même d'une élection à la présidence de la principale puissance mondiale et que la démocratie repose tout de même sur une notion élémentaire de confiance dans les mécanismes juridiques et institutionnels. Et il semble qu'il y ait là maintenant un doute qui s'instaure et que le pays se soit coupé en deux dans deux partis qui sont résolument hostiles l'un à l'autre et probablement irréconciliables. Alors là, j'ai une certaine inquiétude que l'élection éventuelle de l'adversaire de Trump ouvre une séquence douloureuse et dangereuse pour l'ensemble du monde. Une guerre civile peut-être? Non, je ne crois pas que ça aille jusque-là, mais tout de même un trouble très grave social, dans la mesure où il s'agit encore une fois de la principale puissance mondiale. Alors justement, 4 ans après son élection, vous aviez été le seul à annoncer que Trump serait élu. Hein. Oui. Le Pen a toujours raison avant les autres. Ça. Alors, mais à l'heure qu'il est, j'ai encore confiance. Moi aussi. Quel bilan tirez-vous de la présidence Trump, de ces 4 années qui viennent de s'écouler? Il a dirigé la principale puissance économique du monde. Et apparemment, les Américains sont satisfaits. Je crois que Trump avait réussi à réduire massivement le chômage et à mener une politique économique qui était assez efficace, me semble-t-il, mais le Covid a malheureusement attaqué tout cela et bouleversé un petit peu toutes les prévisions. C'est une bonne excuse, le Covid. Hein. Mais elle touche le monde entier et par conséquent, elle n'en est peut-être qu'à ses débuts, on n'en sait rien. Et c'est là le grain de sable qui généralement fait dérailler les trains. Et Trump a beaucoup défendu le local, la famille, le travail, oui. La vie. Il s'est engagé vraiment. Oui, il a une conception, je dirais, droitière de la. C'est un Le Pen politique, oui. Jean-Marie Le Pen américain. Je ne sais pas si on peut dire ça. Si, moi je le dis. Il a eu aussi des fantaisies quelquefois excessives. Alors, Joe Biden est-il le candidat de ce que l'on nomme de plus en plus, enfin de ce qu'on a coutume d'appeler l'État profond? Une oligarchie dont les objectifs ne sont pas publics, quel est-il? Oui, mais ça, par la nature même du secret qui entoure cette organisation éventuelle, il est difficile d'en parler puisque on n'en connaît que les contours et quelques apparitions fugaces. Wait and see, comme disent les... Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des forces secrètes, il y a des forces cachées. Et des complots. Peut-être pas des complots, mais des organisations qui défendent des intérêts qui ne sont pas toujours ceux de la communauté. Voilà. Alors justement, prenez-vous au sérieux la théorie dite du Great Reset, c'est-à-dire en français la grande réinitialisation? Est-ce du complotisme ou de la lucidité? Il semble que la monnaie puisse être demain
l'un des moyens de révolution de la politique mondiale. Et que un certain nombre de gens souhaitent établir un autre équilibre que celui qui est actuellement relatif, mais existant, et qui constituerait une espèce de dictature, en quelque sorte, financière, à l'échelon mondial. Alors revenons en France, si vous le voulez bien, avec toutes ces mesures chaotiques de lutte contre la pandémie, un nouveau tour de vis en vue, un ministre de la Santé qui insulte les députés, les petits commerces menacés. Quel est votre bilan? On va faire un bilan hebdomadaire de la situation? Oui, enfin, écoutez, il semble qu'on soit obligé, bien sûr, de réagir à l'évolution des chiffres. Bien sûr. On ne peut pas forcément tout prévoir. Et on ne peut pas faire non plus au pouvoir le procès qu'il n'a pas tout prévu. Mais un ministre ne peut pas insulter les députés alors qu'il n'est pas élu. Je ne pense pas qu'il a insulté les députés. Il leur a dit, si vous n'êtes pas content, vous sortez. Il s'est un petit peu énervé. Oui. Il faut dire la vérité, c'est qu'il doit être soumis tout de même aussi à une très grande tension psychologique et intellectuelle. Il faut qu'il prenne des antidépresseurs. Oui, on peut lui conseiller ça. Alors, quelles sont vos lectures cette semaine? Alors, d'abord, un livre au titre brutal, mais qui est très intéressant et qui mérite d'être lu, même si on n'en partage pas toujours les affirmations. C'est Liquidation totale. Ah oui. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est pessimiste dans son approche de l'avenir. Voilà, Liquidation totale, c'est cette édition Au-delà. Oui. C'est un symbole. Au-delà, ce qui peut s'entendre de diverses manières. Bien mais sûr. je ne suis pas sûr qu'il ait la bénédiction du ciel. Je ne sais pas. Alors, il y a un autre livre qui est plein d'optimisme, parce que c'est Marion Maréchal, Le fantasme de la droite, aux éditions du Rocher, de Louis Ossalin. Alors là, c'est le contraste entre, en quelque sorte, la vue pessimiste et la vue optimiste, puisque Marion Maréchal est une jeune leader politique qui a quitté le monde parlementaire délibérément aux éditions du Rocher. Marion Maréchal, qui est une personnalité très remarquable, je le dis pas parce que c'est ma petite fille, mais parce que elle l'a démontré dès son élection comme plus jeune députée de l'histoire de la République, et qu'elle s'est jusqu'à présent conduite de façon remarquable, et qu'elle m'a donné de surcroît une arrière-petite-fille, Olympe, qui est tout bonnement merveilleuse. Donc Marion a été la Benjamine de l'Assemblée, comme vous avez été le Benjamin de l'Assemblée en 1900. Oui, mais elle n'était pas seulement la Benjamine de l'Assemblée, elle a été la plus jeune députée de l'histoire de la République. Voilà. Et Jean-Marie Le Pen, plus jeune député du Parlement, du Palais Bourbon en 1956. Moi, je ne le fus que de du mandat, mais vous êtes trop de la mandature. Voilà. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on fait une biographie sur la longue et très grande histoire de la droite nationale en France depuis plusieurs décennies, c'est toujours rappeler que un institut Jean-Marie Le Pen a été créé. Ah, voilà. C'est que je me consacre désormais à la marche, à la fondation et au développement de l'Institut Jean-Marie Le Pen, qui vise à réunir au maximum les éléments des archives sonores, des archives sonores, audiovisuelles, écrites, les affiches. L'histoire, c'est non seulement l'histoire du mouvement national depuis un demi-siècle, mais aussi sa projection dans l'avenir, parce que je continue mon action politique, certes un peu en solitaire, mais tout de même, je n'ai pas décroché. Quand le signal viendra... Quand vous avez été élu président du Front National, vous aviez dit, je vous préviens, je ne m'arrêterai jamais. Oui, ben,
Il y a bien un moment tout de même où le bon Dieu m'arrêtera. Vous prononcerez votre nunc dimittis à ce moment-là. C'est cela. Donc, pour contacter ou envoyer l'Institut Jean-Marie Le Pen, on rappelle l'adresse de Montretout, 8 Parc de Montretout, 92 110 Saint-Cloud. C'est ça. Et puis par Internet, Institut Jean-Marie Le Pen. Mais on en reparlera, je pense. Institut Jean-Marie Le Pen, @gmail.com. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.